Maintenant, quelle organisation devons-nous prôner? Une fois que tous ces points ont été posés. D'abord, se retirer et viser à démanteler toutes les organisations qui résultent de l'ancien ordre du monde et qui attellent qui que ce soit à l'hégémonie nord-américaine. Le G8, le G20, et quoi encore? Le pullulement de ces rencontres qui n'ont aucune légitimité internationale, qui n'ont d'ailleurs aucune efficacité pratique, sinon donner à voir au reste du monde qu'il y aurait des dominants, de sorte que les autres sachent bien qu'ils sont dominés. C'est la vieille vision européocentrée qui continue à gesticuler sur le devant de la scène, quand bien même n'en a-t-elle plus les moyens. Nous nous prononçons donc, dans notre vision de l'organisation internationale, pour une référence exclusive au seul organe légitime de la vie internationale, l'ONU. Dans tous les domaines. S'il doit y avoir des concertations économiques, c'est la CNUSET dont c'est le rôle. La Commission des Nations Unies pour le développement. S'il doit y avoir discussion sur les objectifs que l'humanité peut se donner du point de vue de son propre progrès, c'est le PNUD. S'il doit y avoir des discussions, et il faudrait qu'il y en ait, sur les objectifs culturels que nous pourrions tous nous donner, c'est l'UNESCO, et ainsi de suite. Et s'il doit y avoir action militaire, elle ne peut être que décidée par l'ONU et que conduite par l'ONU, par l'entremise de son instrument, qu'est le commandement militaire de l'ONU, qui n'a jamais réellement fonctionné, parce qu'on comprend parfaitement que du temps de la guerre froide, ce n'était pas l'endroit où allait s'atténuer la raison d'être même du conflit, mais qui reste là. Bien sûr, aucun de ces organes n'est parfait. Bien sûr, rien de tout cela ne fonctionne comme nous souhaiterions que cela fonctionne, et il faudra avoir une présence. Mais nous sommes la France, non? Je vais voir comment nous pouvons être la France et mieux. Mais en tout cas, tel serait l'axe qui permettrait de recentrer et réorganiser toute la logique de l'organisation militaire et diplomatique de la France. Ça nous amène à faire une petite parenthèse. Aucun Français ne dit que jamais il ne doit y avoir de délégation de souveraineté. Nous le faisons, du moment que le peuple y consent. Mais il y a un ordre dans lequel les délégations de souveraineté peuvent se faire. Et le dernier de la liste, c'est la question de la souveraineté et de l'indépendance militaire. Tout simplement parce que c'est la ligne ultime en deçà de laquelle il n'y a plus de nation. Puisque, une fois qu'elle est constituée par la communauté légale, elle mène sa vie, heure et malheur. Mais au moment où elle est mise en danger, elle ne répond que d'elle-même. Raison pour laquelle nous devons débarrasser toutes nos politiques d'alliances inconditionnelles qui nous entraînent dans des aventures. Je l'ai dit par rapport à l'OTAN, mais j'en dis autant pour l'affaiblissement qui a été celui de la politique de dissuasion lorsque nous nous sommes engagés dans des alliances automatiques avec les Émirats, avec ceci, avec cela. Bon. Tout ça est à bannir et à proscrire, il ne peut plus être question de tout ça. Je viens d'évoquer la réforme de l'ONU, et vous voyez que, à l'opposition que vous aviez déjà compris, aperçue, entre la doctrine du front de gauche dans cette matière et la droite libérale en France, on ajoute une autre, qu'il ne peut pas être question de nier. Ce ne serait pas honnête. C'est que nous sommes en désaccord complet avec la doctrine de défense du Parti socialiste, qui, peut-être ne l'avez-vous pas remarqué, fournit la dernière ligne écrite du programme publié par son candidat François Hollande. Les derniers mots sont, conformément à l'amusante formule de Pierre Moscovici, d'après laquelle il s'agirait de donner du sens à la présence dans l'OTAN, qui est une espèce de pendant militaire de l'absurdité d'après laquelle on pourrait donner du sens à la rigueur.
La dernière phrase dit « Il faudra ramener l'OTAN à ses tâches et à sa mission initiale de sécurité collective. » Eh bien voilà, tout est dit. L'OTAN n'a pas de tâche de sécurité collective, elle s'occupe de la sécurité des membres qui constituent l'Alliance. La sécurité collective, c'est l'ONU, et c'est d'ailleurs dans sa charte. Par conséquent, nous nous en tenons, nous, aux seuls engagements qui ont pu être vérifiés par des votes de nos assemblées, et en particulier notre adhésion à la charte de l'ONU. Comment faire ? J'ai dit tout à l'heure, dans une formule dont j'espère qu'elle sera bien comprise, que la France n'est pas une nation occidentale, c'est une nation universaliste. J'ai dit pourquoi la souveraineté de la défense est la dernière souveraineté que l'on puisse déléguer. Il faut donc que toutes les autres auparavant l'aient été. Et je dirais que l'avant-dernière, c'est la diplomatie. Raison pour laquelle, s'il y avait un gouvernement du front de gauche, nous interromperions immédiatement la comédie de ce service diplomatique européen, dirigé par Madame Ashton. Enfin, dirigé est un bien grand mot, surplombé ou surnagé par Madame Ashton, qui n'a aucun sens. Car il ne peut pas y avoir de diplomatie commune quand il n'y a... Enfin, il ne peut pas y avoir de diplomatie commune s'il n'y a pas une politique étrangère commune. Où est la politique étrangère commune de l'Union européenne aujourd'hui? Il aurait fallu commencer par ça. Mais Mme Ashton a dit elle-même qu'elle espère que l'organe crée la fonction. C'est une forme de darwinisme politique qui me paraît assez hasardeux. En tout cas, nous ne sommes pas, nous, pour participer plus longtemps à ces improvisations, dont le résultat est connu. On a sollicité pour organiser ce service un des personnages clés de l'organisation de la diplomatie française de manière à s'assurer sa complicité. Et on va cheminant, démantelant le deuxième réseau diplomatique du monde, le nôtre. Et on voit dans un pays des alliances françaises subclaquantes, une présence culturelle asphyxiée, tandis que d'improbables officines de l'Union, traitant de tout en anglais et propageant les valeurs qui vont avec, sont là, prospérant et nous évacuant des zones où l'on nous attend, où on nous espère et on nous demande. Il faut mettre un terme à ces sottises. La stratégie générale qui se déduit de ce que je viens de dire jusqu'à présent est la suivante. Puisque nous sommes une nation universaliste, c'est au service de l'universalisme que notre diplomatie et notre défense doivent fonctionner. Comment ? Eh bien d'abord en constituant une nouvelle alliance. C'est-à-dire en regroupant ou en proposant que se regroupent tous ceux qui partagent cette vision pacifique et multipolaire du monde. Ce qui, très concrètement, voudrait dire, en général, si l'on accepte des cas qu'évidemment j'exclus de mon raisonnement, puisque nous n'avons rien à faire avec eux, je pense à la Corée du Nord, ou à d'autres pays menaçants, comme l'Iran, s'adresser aux puissances émergentes, ce n'est pas le cas de celles que je viens de nommer, pour voir avec elles comment, à côté d'une coopération qui viendrait remplacer l'absurde libre circulation des marchandises, on pourrait aussi établir une coopération militaire et une alliance qui nous mettrait au service d'une valorisation de l'ONU à l'intérieur de laquelle nous développerions des principes partagés. C'est pourquoi j'ai qualifié, dans les 2 articles que l'on me fait l'honneur de publier dans la revue de défense nationale et dans la revue DSI, le concept d'alliance altermondialiste.
qui signifie au sens radical du terme pour un autre monde, une autre organisation du monde. Dans cette alliance, je pense que notre pays, bien sûr, a un rôle et une place particulière liée justement à ses valeurs universalistes et à sa capacité d'autonomie et d'indépendance. C'est sur ce point que je vais finir. Quels sont nos points d'appui? Les nations émergentes qui se cherchent dans l'ordre du monde aujourd'hui dominé par le dollar. Deuxièmement, la francophonie qui constitue un espace culturel et de valeurs qui peuvent être mis en commun puisque nous avons en usage commun une langue. Celle-ci permet très rapidement de voir ce que cela signifie en Europe. Je pense que nous ne travaillons pas assez, d'abord le respect qui est dû à notre langue, compte tenu du fait qu'elle fait partie des 2 langues de travail de l'ONU, l'anglais et le français, de l'Union européenne, où la plupart, 5 langues communes, 6. En Europe, la plupart des documents sont transmis en dernière minute et en anglais. Vous me direz, ça n'a pas grande importance pour le Parlement, puisqu'il ne délibère de rien de sérieux. Ce sont des résolutions, motions et autres documents touchants, sans aucune espèce de conséquence législative. Mais n'empêche, au moins pour le respect de ceux qui sont là, on peut au moins leur mettre à disposition en français. Je signale que les parlementaires français ont adopté le mécanisme européen de stabilité, dont le texte en français ne leur était connu que dans le meilleur des cas depuis une semaine, mais en réalité, je crois que je dois pouvoir dire que c'est 3 jours auparavant. De toute façon, ils ne l'ont pas lu, donc ça n'a pas d'importance pour eux. La francophonie, je signale que c'est un espace particulier dans l'Union européenne, en particulier celui qui nous unit à une partie du peuple belge. Moi, j'y travaille. Nous avons fait de nombreux rassemblements avec nos amis wallons. Et comme je suis heureux que la FGTB et son secrétaire général aient signé un appel favorable à ma candidature aux élections présidentielles en France. Et j'ai bien noté, dans toute l'étendue de l'humour et de la portée de ce qui était écrit sur cette banderole, Mélenchon vient en Belgique, j'arrive. La francophonie permet tout de suite de mieux comprendre pourquoi la Méditerranée est une zone naturelle, c'est-à-dire culturelle, essentielle pour la République française. Et quand je parle de la Méditerranée, bien sûr, je tiens compte de toute la Méditerranée, mais je m'inscris dans le schéma qui n'est pas celui de l'Union pour la Méditerranée du président Sarkozy, qui est une duplicata de la conférence pour la sécurité en Méditerranée, rebaptisée pompeusement processus de Lisbonne, que les Nord-Américains ont proposé en leur temps. Pourquoi ? Parce qu'ils s'opposaient à ce que vive et se développe l'Alliance 4+5, c'est-à-dire les pays membres de l'Union européenne en face de la façade méditerranéenne, et la façade méditerranéenne représentée par la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Système qui s'est effondré sous la bienveillante pression de toutes sortes de facteurs qui n'étaient pas tous endogènes. C'était l'Union du Maghreb arabe, si vous vous en souvenez. Eh bien, c'est cette formule-là qui nous intéresse et à laquelle nous devrions nous mettre à travailler avec beaucoup d'ardeur. La Méditerranée, c'est-à-dire ce vis-à-vis de l'Union européenne, ces pays avec lesquels nous avons en usage commun, pour beaucoup d'entre eux, la langue française, comme jamais elle ne s'est parlée sur ces rives auparavant, à aucune époque. Il me semble que ce sont là des points d'appui tout à fait décisifs pour le déploiement de cette stratégie altermondialiste dont j'ai parlé.